Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence l'actualité avec Clémence Guettet qui est allée sur France Info pour tout simplement démonter le Rassemblement National comme si c'était un foutu puzzle. Oh là là, mais moi j'aime trop, c'est mon petit plaisir. La pub pour je ne sais plus quel camembert qui passait dans les années 2000 avait raison. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. C'est ça veut la dire... question. Mais alors, quand est-ce que le RN a fait des mobilisations en faveur du pouvoir d'achat des gens dans ce pays? Dites-le-moi. Quand est-ce que le RN était dans la rue contre la réforme des retraites? Dites-le-moi. Ils ne sont pas dans la rue parce que c'est l'extrême droite et que la mobilisation populaire a toujours été du côté de la gauche et non pas de l'extrême droite. Et je vais vous dire une autre chose. Ils sont pas dans la rue, ils sont pas non plus à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils n'étaient pas là quand il fallait combattre la réforme des retraites à l'Assemblée et parce qu'ils refusent toujours de voter l'augmentation du SMIC ou le retour de l'ISF. Donc, le Rassemblement national, l'extrême droite dans son ensemble est une farce politique quand il s'agit d'être en soutien au peuple dans ce pays. C'est très clair. Ah, c'est très clair. Ils sont pas dans la rue, ils sont pas à l'Assemblée, ils sont nulle part. Ils puent la merde. Ils prennent l'argent, mais ils ne font pas le boulot. Et en plus de ça, les médias les aident à se vautrer dans leur incompétence. Regardez-moi cet extrait qui s'est passé sur BFM TV hier. Manuel Bompard vous l'expliquera mieux que moi. Et j'aimerais bien d'ailleurs que quand vous avez en face de vous des représentants de l'extrême droite ou du Rassemblement national qui racontent n'importe quoi sur le sujet. J'ai entendu Madame Le Pen dire on va faire 60 milliards d'euros d'économies sur l'immigration. Alors que toutes les études économiques montrent qu'aujourd'hui l'immigration en France rapporte 7 à 10 milliards d'euros d'argent par an. Pourquoi? Parce que les immigrés en France, souvent, c'est une population moins âgée, c'est une population qui travaille, c'est une population qui finance la protection sociale, contrairement à ce que dit Madame Le Pen. Donc, quand j'entends des absurdités comme celle qui consiste à dire on va faire de l'économie en supprimant l'aide médicale d'État, alors que l'Espagne qui a supprimé l'aide médicale d'État a été obligée de la rétablir quelques années plus tard parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça coûtait à la fin plus cher parce que les gens vous devez les soigner et si vous les soignez pas tout de suite vous les soignez après quand ils arrivent à l'hôpital. Est-ce qu'à un moment il y a quelqu'un qui peut confronter aussi l'extrême droite face à l'absurdité de ces propositions? Et oui, après il y a des gens malheureusement qui se tournent vers eux en se disant bah peut-être que c'est eux qui ont raison. Non, c'est pas eux qui ont raison. Et l'extrême droite elle est responsable de la continuité de la politique macroniste en France. Moi je voudrais rappeler à tout le monde que si le budget de Monsieur Bayrou a pu voir le jour, c'est parce que l'extrême droite a refusé de censurer Monsieur Bayrou. Que si les factures d'électricité et de gaz ont augmenté au 1er août de cette année, c'est parce que l'extrême droite a refusé de censurer. Vous parlez de Monsieur l'extrême Bayrou. droite. Mais bien sûr, qui peut dire le contraire? Marine Le Pen et son parti ont collaboré du début à la fin avec la Macronie. Ils ont refusé la censure au moins à 6 reprises, mais pas que. Ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Ils se sont abstenus dans je sais pas combien de votes. Et même le second tour des dernières élections, c'est quoi cette blague? C'est quoi ce débat? Attends mon copain, tu t'en souviens ou pas de Marine Le Pen dans le débat? Elle s'est auto-sabotée, c'est clair. On l'a tous vu. Elle était là, elle bégayait face à Macron, le gars le plus attaquable du pays. Il venait de sortir de la crise des gilets jaunes et du C-19. Je pense à ce moment-là, même t'envoyer un chat, il gagnait le débat. Un chat. Mais Marine Le Pen, elle a perdu. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Après, moi, je suis content, hein. J'aurais vraiment pas voulu qu'elle gagne. Mais perdre au second tour face à Emmanuel Macron en 2022, ça relève de l'exploit. Normalement, tu peux pas y arriver sans le faire exprès. C'est pour ça que je vous le dis, c'est de la collaboration jusqu'au bout. Elle lui a laissé la place. Bref, si j'ai commencé cette vidéo en parlant du RN, c'est parce que le Rassemblement National et toute l'extrême droite de notre pays accusent toute la gauche de notre pays. Et là, écoutez bien, faut s'accrocher. Ils nous accusent d'être responsables de ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Voilà, tout simplement, sans pression. Il y a un gars qui s'est fait tirer dessus à l'autre bout de la planète, c'est de notre faute. Eh ben, je vais te dire la vérité, mon copain, elle ne va pas te plaire, mais je vais te la dire. Charlie Kirk, pour nous, les moldus français, qui n'avons pas eu accès à la prestigieuse éducation de Poudlard. Charlie Kirk, on sait pas qui c'est. Ils ont beau crier sur tous les toits, Charlie Kirk, influenceur exceptionnel. Le gars fait plus de vues que tous les influenceurs français réunis. Le seul Kirk qu'on connaît, nous, la plèbe, c'est Capitaine Kirk qui dirige l'Enterprise dans Star Trek. Non mais je vous dis la vérité, on est là pour se mentir ou... C'est les faits, personne ne connaissait Charlie Kirk, en tout cas dans notre pays. Alors pourquoi vous venez nous casser les steaks, l'extrême droite? Pourquoi vous voulez nous rendre responsables de ce qui est arrivé à un gars qu'on ne connaît même pas? Aux États-Unis, une partie de la droite dure conservatrice et de l'extrême droite française finalement cible aujourd'hui la gauche et l'extrême gauche. On a vu tout un mouvement sur les réseaux sociaux avec un hashtag la gauche tue. Marion Maréchal, regardez par exemple, va encore plus loin. Regardez ce qu'elle écrit sur les réseaux sociaux. Elle évoque, vous allez le découvrir dans un instant, l'idéologie de la gauche radicale antifasciste qui a tué un militant de la liberté du débat. En France aussi, les soldats de Mélenchon
dit-elle, propage la haine et la violence. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais monsieur, qu'est-ce que vous lui répondez? On connaît le profil de la personne qui manifestement a tué cette personne. Tout le monde vous dit que c'est pas du tout un militant qui est un militant de gauche, etc. C'est plutôt quelqu'un issu des idées conservatrices. Donc, Madame Maréchal Le Pen raconte juste n'importe quoi, en vérité. La vérité, parce que moi je veux bien qu'on parle de ce sujet, mais comme d'habitude, l'extrême droite essaye en quelque sorte d'enverser les responsabilités. C'est la technique classique de l'extrême droite dans l'histoire. Les fascistes deviennent les antifascistes, les racistes deviennent les antiracistes. Jordan Bardella dit la rhétorique déshumanisante de la gauche et son intolérance alimente la violence politique. Monsieur Daré, 93% des meurtres qui ont été commis ces dernières années aux États-Unis par des extrémistes ont été commis par l'extrême droite. Vous pourrez vérifier ce chiffre. Et en France, qui tue en France? Qui a tué Jamel Benjebala l'année dernière, si ce n'est le représentant d'un groupuscule d'extrême droite? Qui a tué Hichem Miraoui cette année dans le Var? Si ce n'est une personne qui avait des idées racistes et des idées d'extrême droite. Qui a tué le rugbyman argentin, monsieur Aramburu, en France il y a quelques années, si ce n'est des groupuscules d'extrême droite. Revenons en France, c'est l'extrême droite qui tue. Et à un moment, ce serait bien que ce travail de démonstration y soit fait. Parce que le jour où vous me présenterez quelqu'un qui a été tué par un militant de la France Insoumise, vous le trouverez pas. Parce que la France Insoumise, elle mène ses batailles politiques par les voies démocratiques, tout simplement. Non mais on est devenu complètement fou. On est en train de discuter des idées politiques d'un taré qui a fait quelque chose à l'autre bout de la planète. Voilà, qui est coupable? Qui a les mêmes idées que lui? Mais on s'en fout, enfermez-le, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le problème c'est pas ses idées politiques, le problème c'est qu'il a pris un zif, qu'il est monté sur un toit et qu'il a tiré. Je veux dire, au bout d'un moment vous cherchez des causes, mais vous pointez des corrélations. C'est pas du tout une affaire politique, c'est une affaire de profiler. On va apprendre que dans sa jeunesse, vous allez voir, le gars il lui est arrivé des trucs de fou. Mais ceci étant dit, quelle que soit la nature de ce qu'il a fait passer à l'acte, y a rien qui l'excuse, jetez-le dans un trou. Mais voilà, pour moi ce n'est pas politique, aucun parti n'est responsable de ce qui est arrivé. Bon, et maintenant on va redescendre un peu, on va changer totalement de sujet, on va parler un peu des privilèges de nos présidents, ou plutôt de nos anciens présidents. Parce que là on a Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre, qui nous promet carrément qu'il va mettre fin aux privilèges, et qu'il va faire le ménage dans tout ça. Mais c'est bizarre, parce que à chaque fois qu'on a un nouveau Premier ministre ou un nouveau président, j'ai l'impression qu'il nous dit ça. Ce plan-là, vous applaudissez ou de toute façon ce sont des sommes mineures et ridicules et c'est pas là où il faut se concentrer? Bon, les deux. C'est-à-dire que, évidemment, que moi je suis favorable au fait qu'on remette en cause un certain nombre de privilèges qui sont franchement totalement incompréhensibles. Quand vous avez été président de la République il y a 20 ans ou 30 ans, ou Premier ministre il y a 20 ans ou 30 ans, rien ne justifie que vous continuiez à pouvoir jouir ou bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Donc évidemment que je suis favorable à cette mesure. D'ailleurs, nous-mêmes, depuis des années et des années, dans les débats budgétaires à l'Assemblée nationale, vous pourrez le retrouver au sein de la Commission des Finances, nous déposions des amendements sur ce sujet. Donc je ne vais pas vous dire que je suis en désaccord avec cette mesure, mais faire croire que c'est ce type de mesure qui va permettre, en quelque sorte, de changer radicalement la politique économique du pays ne correspond pas, évidemment, à la réalité. Mais quand elle dit, excusez-moi, quand elle dit les anciens membres du gouvernement, vous souhaiteriez que ce soit aussi les anciens présidents, qu'on arrête tous les privilèges, tous les avantages? Il y a déjà, sauf erreur de ma part, sur les anciens présidents de la République, il y a déjà eu des réformes ces années précédentes. Je pense qu'on peut aller plus loin. La seule limite, la seule réserve qu'on peut comprendre, c'est des questions liées à la sécurité des personnes qui se sont retrouvées très largement exposées, qui sont devenues des personnalités publiques. Donc c'est légitime qu'on fasse en sorte que ces personnes puissent vivre en sécurité. Mais tout le reste me paraît excessivement abusé. Abusé? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu parles de quoi quand tu dis abusé? Des 6 000 € de retraite par mois qu'on donne à tous nos anciens présidents? Non, mais ça va, 6 000 € de retraite, ça va. Bon, à ça, bien sûr, tu peux ajouter 11 000 € assurés pour le poste tout aussi assuré au Conseil constitutionnel. Mais ça va, c'est des anciens présidents. Plus de 15 000 balles par mois données par l'État et cumulables à vie. Moi, je trouve pas ça choquant. Par contre, les 7 personnes payées par l'État pour faire des tâches administratives qu'on met à disposition de Nicolas Sarkozy, par exemple, ouais, là, je trouve ça peut-être un peu too much. Ah non, un chef de cabinet, 2 assistants, un fonctionnaire des archives nationales et 3 secrétaires, c'est peut-être un peu beaucoup de cadeaux. Sans compter l'intégralité de leurs déplacements gratuits les déplacements. C'est l'État qui paye. C'est-à-dire que n'importe lequel de nos anciens présidents peut aller à n'importe quel moment, n'importe où dans le monde, gratuitement. Voilà, alors les mecs vivent dans des châteaux, ils sont déjà pétés de thunes, mais
c'est gratuit. Et le cornu va faire quoi? Il va enlever la double ration de maillot à la cantine de l'Elysée, il va dire c'est bon, j'ai enlevé les privilèges. Non, c'est une blague, messieurs, dames, un sketch. Un spectacle qui ne s'arrête jamais. Bon, et en parlant de sketch, il faut absolument que je vous montre une séquence. On va maintenant passer à Sabrina Agresti-Roubache, ancienne secrétaire d'État, messieurs, dames, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, le culot à l'état brut. Elle est tout simplement venue sur BFM TV en direct nous expliquer au nom de la Macronie, écoutez bien, hein, elle est venue nous expliquer qu'en fait, nous sommes tous très probablement des cons. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de dire autre chose. C'est NS. Toute une équipe, 70 millions d'individus. Ah ben, désolé, c'est peut-être pas ce qu'elle dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Peut-être juste une réaction sur ce sondage qu'on a vu sur Emmanuel Macron et sur Sébastien Lecornu. 17% d'opinion favorable pour le président de la République, 16% d'opinion favorable pour Sébastien Lecornu. Quand vous voyez ces sondages, est-ce que vous vous dites aïe aïe aïe, est-ce que c'était une bonne idée de nommer Sébastien Lecornu à Matignon? Alors, vous savez, ce que je sais, c'est qu'on ne nomme pas, on fait pas de la politique pour être aimé. C'est-à-dire ceux qui font de la politique ou qui s'engagent en politique, et même, je parle aussi de tous les engagements, que ce soit associatif, dans les syndicats, ne faites pas ça pour être aimé. Donc, c'est pas, je pense qu'il faut les regarder pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une expression à un instant T des Français. Mais je ne crois pas que ça doive être l'alpha et l'oméga de toutes nos discussions et de toutes les décisions qui restent à prendre. Moi, par exemple, je préférerais que vous m'interrogiez sur les salaires bas. Je l'avais déjà dit, et je crois que Bruno Jeudi doit probablement s'en rappeler. J'avais dit s'il y a quelque chose qui a été raté, mais il faut toujours prendre sa part et jamais penser qu'on a raison tout seul. Mais elle se fout de notre gueule ou quoi, là? Non mais on te dit, 80% des Français sont défavorables à Emmanuel Macron. Et toi tu nous réponds, ah mais attendez, faut regarder les salaires bas, chacun doit prendre sa part. Mais calme-toi Houdini, on t'a pas demandé de faire un tour de magie. Les salaires bas, mais de quoi tu nous parles? Donc là t'es vraiment en train d'essayer de détourner notre attention avec un sujet sur lequel vous avez été lamentable pendant 8 ans. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Les salaires bas, si tu veux on en parle, mais je crois pas que ça va faire remonter la popularité du patron, hein, puisque c'est littéralement à cause de lui que le pouvoir d'achat s'est écroulé. Et d'ailleurs, toujours sur la Macronie, on a Yael Braun-Pivet qui est venue sur LCI pour nous donner sa définition de la démocratie. On a beaucoup de questions, des réponses courtes. Sur la méthode, est-ce que le gouvernement devrait s'engager à ne pas utiliser le 49.3, à ne pas passer en force? Sébastien Lecornu ce matin a dit plutôt qu'il souhaite garder ce levier, mais quel est votre avis? Moi, je trouve toujours très bizarre qu'on se prive d'un outil constitutionnel et un outil qui permette de pouvoir avancer à l'Assemblée nationale, parce que vous savez, le 49.3, il a été aussi imaginé pour combattre l'obstruction parlementaire dès l'origine. Et moi, je suis forcée de constater que parfois, on a de l'obstruction qui viennent de certains groupes politiques. Et donc, oui, il ne faut pas se priver de cet outil, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir, par exemple, faire face à de l'obstruction ou à des blocages qui seraient des blocages dogmatiques. Mais en revanche, je l'invite vraiment, et il le sait, et c'est son souhait, à essayer au maximum de trouver des majorités à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'usage du 49.3, de toute façon, est extrêmement limité. Ah, c'est tout un concept. La nouvelle démocratie, selon la Macronie. T'es d'accord avec moi? Sinon, je te fais un 49.3. Ah bah oui, si t'es pas d'accord, c'est de l'obstruction. Si on perd le vote, c'est de l'obstruction. La démocratie selon Macron. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je le fais quand même. Bon, et maintenant pour terminer et redescendre un peu, on va se regarder Jean-Luc Mélenchon recadrer une journaliste comme peu le font, comme très peu le font. Vous n'êtes jamais dans l'outrance. Pardon? Vous n'êtes jamais dans l'outrance. Et vous, madame? Mais je vous pose la question. Mais moi aussi, on est je vous la parfois pose. tous dans l'outrance. Ah, est-ce que c'est pas le problème qu'on évoque ce soir? Mais je suis sincère dans ma question, oui, c'est incapacité, y compris en tant qu'observatrice de la vie politique. Non, vous êtes participante. Le niveau sonore est monté très haut. C'est vrai. Est-ce qu'on le fait redescendre? On pourrait, oui. Comment? En discutant des sujets et pas d'autre chose. C'est-à-dire que quand je vous dis nous proposons le référendum révocatoire, etc. Bon, bah, vous allez me répondre courtoisement parce que c'est votre job. Mais j'aimerais bien qu'on me dise autre chose que, avec vous, c'est la pagaille. Le ministre de l'Intérieur a dit que j'étais un esthète de la violence. Ce type, hier, est responsable des seuls incidents qui se sont produits dans ce pays, tellement la troupe est mal commandée, que c'est elle qui a mis le feu à 2 reprises. Et il vient me dire que c'est moi qui suis... Alors, madame, je suis d'accord pour que tout le monde baisse le ton. Mais d'abord, l'exemple doit venir de haut.
À la base, on arrive très facilement à parler, même quand le ton monte. Les Français, le peuple de France est un peuple courtois. Mais dès qu'on arrive en haut, alors là, c'est fini. On a droit à des gens qui sont dans des excès de langage absolus. Respectez-nous et nous vous respecterons. Voilà ce que je vous dis, mais aussi ce que vous disent les milliers de jeunes que vous avez vus hier et dont beaucoup voudraient les rayer d'entrée de plume en disant oui, c'est un caprice. Vous avez affaire à la jeunesse, la plus précarisée et la plus éduquée que la France ait jamais eue. Et on leur répond avec du mépris. Du mépris. Ils sont déjà en train d'envisager des nouveaux 49.3. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, Macron, jusqu'en 2027, il aura tiré 0 leçon. 0 leçon. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.